Vous avez votre studio de yoga, je crois que ça s'appelle Ayam Yoga, si je... Alors c'est en fait mon image de marque, on va dire, Ayam Yoga. Mais après, je pratique dans différents endroits. Donc j'utilise des studios qui existent déjà pour enseigner du yoga. Donc c'est du yoga itinérant, c'est ça? Je crois que vu les conditions sanitaires actuelles, vous professez, j'allais dire, oui. Via le net, en ligne. C'est ça. Parce que j'ai commencé donc en septembre 2020 l'activité pour proposer mes services à différentes personnes. Et donc septembre-octobre, ça a très très bien marché. Et puis le confinement arrivant, eh ben, je suis passée de tout présentiel en tout distanciel en fait. Ah, des mots qu'on a du mal à accepter, que ce soit présentiel ou distanciel. Enfin bon, effectivement, quoi qu'il en soit, il faut s'adapter à la situation et du coup, vous avez réussi à vous adapter ou pas. Hein, c'est ce qu'on va voir. Parce que ça n'est pas simple, j'imagine, de faire du yoga aussi comme ça, seul, chez soi. Alors, si on parle de ça, je vais vous surprendre puisque ma formation et toutes mes formations que j'ai faites en yoga, la plupart ont été faites à distance, en ligne. Donc, je pratique le distanciel depuis 2007. Oui, donc voilà, c'est l'histoire ancienne et du coup, c'est une habitude qui s'est créée. On reviendra aussi plus tard sur ces cours en ligne. Alors, moi, ce que j'aimerais d'abord, c'est que vous nous expliquiez ce qu'est le yoga, vraiment. Parce que je parlais de détente, voilà, de sérénité. Alors ça, je crois qu'il faut être un peu sportif, non? Le yoga s'adapte en fait à tout le monde et il y a tout type de yoga. Donc le yoga en fait, on connaît la plupart du temps surtout ce qui se rapporte aux postures, c'est-à-dire à l'activité physique liée à la posture. Et en fait, le yoga, c'est comme un gros gâteau à 8 morceaux. Et il y a 8 morceaux dans ce gâteau et qui font la séance de yoga en elle-même et le yoga en lui-même. Donc dans ces différentes parties, on appelle il y a les yamas, ce qu'on appelle les yamas, ce sont des règles qui sont respectées pour vivre facilement et on va dire en bonne intelligence en société. Donc ça, c'est des règles qu'on applique pour vivre en société. Après, il y a les niyamas, ça ce sont les règles qu'on s'applique à soi-même, donc elles sont en corrélation. Ensuite, il y a les pranayama, donc la respiration est capitale en yoga, donc très très importante puisque en fait on essaie de retrouver cette respiration que nous avons eue depuis l'enfance et que l'on perd à l'âge à peu près de 2-3 ans à cause justement de tout notre environnement stressant. Donc on perd cette respiration naturelle et le yoga permet de la réapprendre et de se la réapproprier en fait. Alors j'insiste là-dessus sur la respiration parce que c'est vrai qu'on le sent surtout quand on est adulte, quand on est pris par le stress, notamment les angoisses en plus de la situation actuelle ou d'autres. Oui. On a le diaphragme qui se serre et du coup on a la poitrine, les douleurs intercostales en fait. Et puis ensuite il peut y avoir aussi ce stress qui est lié, on le sent pour certaines personnes c'est très particulier et puis très probant. C'est de suite on a tout au niveau du ventre, de la zone du ventre qui se noue. Bon. Donc ça c'est très parlant par rapport au fait qu'on respire mal, on respire très très mal. Ce qui fait que la plupart du temps on respire avec le haut de notre corps et c'est ça qui crée en fait le stress. On applique une respiration qu'on a quand on fait un effort physique intense en fait. Comme quand on court, on a une respiration plus rapide et plus saccadée qui apporte beaucoup plus d'oxygène, mais qui a tendance à nous essouffler. Donc c'est pas la respiration appliquée tous les jours. Et pourtant, et je peux le dire que par exemple, moi en ce moment, c'est vrai qu'il y a cette sensation de diaphragme qui est fermé et on a l'impression d'être essoufflé. Alors encore une fois, je vous disais, vu les conditions actuelles, on se dit oh mon Dieu, ça y est, j'en suis. Mais non, rien à voir, c'est juste du stress, mon Dieu. Oui. Le stress qui peut être très bon, mais quand il est aigu, il est plutôt néfaste. Donc il engendre d'autres problématiques. Et comment on la travaille cette respiration alors justement au yoga? Alors je fais mon explication sur le gâteau des oui, on parle du gâteau, donc ça va aussi. Donc je reviens au yama, au niyama et au pranayama, donc la respiration. Ensuite on a les asanas, les fameuses asanas, c'est-à-dire les postures qu'on pratique pendant les séances et que tout le monde connaît. Ensuite il y a la partie contrôle des sens pour en fait perdre tout ce qui nous environne et se reconcentrer sur soi. Donc c'est l'étude de soi par la perte des sens
et de se connecter, en fait, d'être attentif à tout ce qui se passe à l'extérieur. On revient vers l'intérieur. Il y a la concentration. Donc ça, la concentration dans les séances, on l'aborde par l'observation. L'observation de ces ressentis qui sont propres à chacun. Alors, pendant les séances, on peut guider ces sensations, mais je les guide par rapport à mes propres ressentis. Donc chacun, après, peut ne pas ressentir la même chose que moi, et tant mieux, ou peut le ressentir, et tant mieux aussi. Donc tout est parfait. C'est super, donc le yoga c'est parfait quoi. Et ensuite il y a ce qu'on appelle la méditation. Et ensuite, la dernière étape du yoga, c'est ce qu'on appelle le samadhi, c'est-à-dire l'union. Et c'est vraiment cette union, puisque yoga, littéralement, ça veut dire union. Et c'est l'union de toutes ces parts de gâteau en une seule, pour arriver à alors, la béatitude pour ceux vraiment qui sont très experts en la matière. Et pour nous qui sommes des pratiquants de tous les jours, ce sera plutôt cet état de bien-être qui peut durer que quelques secondes, voire 1 minute, voire 5 minutes, mais c'est celle-là qu'on recherche en fait dans chaque séance de yoga. Alors cet état de bien-être, mais après il peut aussi se prolonger quelques jours ou quelques heures, juste parce qu'on est détendu en fait. Oui, parce qu'en fait, la pratique qu'on fait pendant les séances, c'est ce qu'on appelle le yoga sur tapis. Bien, tout ce qu'on apprend sur le tapis, on va le transposer hors tapis. Donc ça, c'est le yoga pour la vie de tous les jours. Donc, quand on est stressé et qu'on se sent oppressé, on va prendre quelques minutes pour respirer. Voilà, tout simplement. Donc, c'est des petites choses comme ça qu'on peut mettre en place chaque jour. Moi, j'aimerais bien savoir. Je vais leur poser plusieurs fois la question jusqu'à ce que j'ai ma réponse et mon test. Je veux apprendre à respirer. Juste parce que vous disiez que alors une partie de ce gâteau, hein, la première part, c'est être bien en société, en gros, et la deuxième, être bien avec soi-même. Mais pour être bien en société, si on n'est pas bien avec soi-même, c'est un peu compliqué. Bien, c'est pour ça que c'est corrélé en fait. Mais là, un des premiers principes, je voulais vous en parler d'ailleurs, parce que moi dans mes enseignements, il y a 3 valeurs auxquelles je suis très attachée dans chaque séance. C'est donc la bienveillance, la sécurité et le lâcher prise. Donc 3 concepts assez à mettre en place dans chaque séance. Et la bienveillance, ça commence donc par le premier des principes du yoga, le premier des yamas, qu'on appelle ahimsa, et qui veut dire non-violence. Et c'est la non-violence, pas que la non-violence physique, c'est la non-violence aussi par rapport à ses pensées. Combien de fois on a des pensées qui sont très violentes envers soi-même et envers les autres. Oh, elle est moche, oh, elle est nulle, oh, je suis nulle, je suis pas capable, etc. Donc tout ça, on va essayer de faire fi et d'observer sans jugement. C'est-à-dire qu'on va observer comment on réagit. Alors oui, ok, j'ai dit je suis nulle. Mais qu'est-ce que je fais avec ça? Donc, est-ce que je suis prête la prochaine fois à observer la même chose, mais pas à me juger, mais pas à me culpabiliser en fait. C'est ça le plus important. Donc la bienveillance, mes élèves adorent ça. C'est-à-dire que quand ils arrivent, déjà ils savent que ici, pas de compétition. On ne se compare pas aux autres. Donc on fait ce que l'on peut faire, ce que notre corps nous permet de faire aussi. C'est déjà difficile ça, mine de rien, oui. Quand on est un petit peu compétiteur ou compétitrice. Mais même dans notre société. Hein. Voilà, et puis c'est ce que je disais un petit peu tout à l'heure en antenne, par exemple, quand on essaye de faire la posture, ne serait-ce que la posture du lotus, ben on n'y arrive pas, mais on voit que les autres y arrivent, et on se dit, ah ben non, moi je veux le faire, ils y arrivent, je veux y arriver, et on se fait mal. Voilà, donc là, il ne faut pas écouter son ego. Là, il faut écouter son corps, c'est-à-dire savoir où sont les limites de son corps. Alors bien sûr que des fois, on va pouvoir surpasser ces limites parce qu'on aura avancé et on se sera assoupli, on se sera renforcé. Donc notre corps, un jour, va nous le permettre. Mais ce n'est pas dit qu'aujourd'hui nous le permettre et demain c'est la même chose. Non, il faut accepter que demain, je ne puisse pas faire la même chose. Parce que je ne suis pas dans le même état d'esprit, mon corps n'est pas dans le même état non plus, j'ai des ressentis différents, j'ai été contrariée dans la journée, voilà. Tout ça, ça va entrer en ligne de compte pour percevoir ces différences-là. Mais si on ne les accepte pas, alors là, on va être... Ça relève de la thérapie, ensemble, j'imagine. Non, après il faut se donner, il faut être tolérant, donc il ne faut pas non plus se dire ah là là, j'y arrive pas, j'y arriverai jamais, etc. Non, il faut se donner du temps. Et c'est vrai qu'actuellement on ne se donne jamais le temps de faire les choses et du coup on n'accepte pas qu'on n'y arrive pas là de suite. On est en fait dans une société zapping, donc on veut que ça marche tout de suite. Voilà. Or,
je vais vous donner un exemple. Hein. Quand on apprend à marcher, on n'a pas marché du jour au lendemain. C'est-à-dire qu'on s'est levé, on s'est cassé la figure, on s'est relevé et on a avancé, on a fait un pas, on s'est cassé la figure, on se relève à nouveau et on a marché après. Voilà. Là, le yoga, c'est comme tout, il faut prendre le temps de faire les petits pas les uns après les autres. Voilà. Bon, des petits pas, allez, on aime bien les petits pas. Mais c'est vrai qu'en même temps, voilà, on a envie de, alors pas forcément de se surpasser, mais quand on voit justement les professeurs de yoga qui sont dans une certaine posture, ou les copains hein, du cours, et qui sont dans un état de bien-être, hein, comme vous disiez, on a envie d'arriver là, et quand on n'y arrive pas, c'est un petit peu compliqué aussi. Alors c'est plus une question d'ego, c'est une question, alors peut-être, oui, voilà, de vouloir aller vite. C'est toujours le jugement quand même, hein, c'est toujours le jugement envers soi ou envers les autres. Ah là là, c'est super, elle y arrive et tout. Mais moi je peux vous dire par exemple qu'il y a des postures que je ne fais pas. Je ne fais pas par bienveillance envers mon corps. Par exemple, je ne vais pas faire la posture sur la tête. Parce que mes cervicales, si je le fais, elles ne vont pas me remercier du tout. Donc, je ne fais pas ces postures. J'ai d'autres moyens d'arriver à avoir des sensations ou des bienfaits similaires avec d'autres postures et qui ne me causeront pas de blessures. Parce que le deuxième principe, donc, c'est la sécurité. Très très important. Parce que pour des gens qui viennent chercher le bien-être, il vaut mieux qu'ils repartent dans un meilleur état que quand ils sont arrivés. C'est sûr que si on repart avec un genou de travers ou une hanche de travers, ça va pas le faire. Alors qu'on ou une déchirure ou quelque chose comme ça. Donc voilà, il faut y aller modérément. Et là aussi, la blessure, on peut toujours pareil, c'est notre ego qui va nous faire aller plus loin que ce qu'on peut faire. Pas plus tard que ce matin, une de mes élèves, je lui fais faire un mouvement, en l'occurrence pas compliqué, mais elle a aux hanches, elle a une particularité, donc elle a quelque chose qui lui est propre, et elle a quand même fait cette posture, et je la vois grimacer. Donc vous voyez, même en ligne, on voit les gens et on interagit. Et donc je lui dis, mais là, je vois que tu grimaces, donc c'est qu'il y a un problème. Elle me dit oui, je me fais comme ça. Je lui dis, mais alors, ne le fais pas. Parce que la première consigne qu'on donne en début de séance, c'est toujours faites suivant vos capacités. Si une posture ou une version de posture ne vous convient pas, sachez que vous avez toujours la liberté de choisir soit d'adapter cette posture ou bien de ne pas la pratiquer. En conscience, il vaut mieux ne pas pratiquer une posture plutôt que de se blesser. Parce que qui mieux que votre corps sait ce qui est bon pour lui. Votre ego, lui, va vous dire non, vas-y, fonce. Mais votre corps, lui, il va avoir un tout autre message. Mais est-ce qu'on ne peut pas travailler le corps? C'est un petit peu comme du stretching, hein, c'est-à-dire le rendre un petit peu plus élastique à force de pratique. Bien sûr. Oui, tout à fait. C'est pour ça que je vous dis que des fois, au bout d'un certain temps, on va arriver à faire telle ou telle posture, alors qu'au départ, déjà, on n'y arrivait pas parce que peut-être il n'y avait pas que les limites physiques, parce qu'il y a aussi les limites mentales. Et les limites mentales, elles sont pires que les limites physiques. Hein, puisque toutes nos peurs, tout ça, ça engendre des blocages. Donc, si on essaie de faire comme si on n'avait pas peur, ou si là on a peur, on ne bouge plus, voilà, on n'est plus dans l'action, on ne va plus essayer. Alors que si on essaie de modifier la posture et de l'adapter en fonction de ce que l'on peut faire, alors petit à petit, on va avancer et on va arriver au niveau qui est le nôtre en fait. Donc, aucun intérêt de vouloir que la posture que l'on fait ressemble à celle de notre voisin ou ressemble à celle du professeur. Voilà. Parce que moi-même, c'est ce que je vous disais hors antenne tout à l'heure, quand j'ai fait ma formation, donc, on avait pour mission, pour chaque posture étudiée, de se prendre en photo dans cette posture. Et ensuite, on devait analyser nos postures. Et c'est là que je me suis rendu compte du décalage entre ma représentation mentale de mon corps. Donc je me voyais faire la posture hyper bien, hyper alignée, bien sûr, hein, on est toujours satisfait de ce qu'on fait. Et là, je voyais, ah non, ça va pas du tout. Donc il fallait rectifier. Et ça fait avancer énormément parce que d'avoir un regard extérieur, du coup, de prendre du recul par rapport à ce que l'on fait, ça permet de savoir où est-ce que je dois approfondir les choses, où est-ce que je dois m'arrêter. Et du coup, ça permet de progresser. J'imagine que la respiration, c'est pareil, on ne se calque pas sur la respiration du voisin. Non, on respecte son rythme, c'est très très important. De respecter son rythme avant de suivre. Alors,
au début, on guide, et ensuite, toujours, on précise, c'est-à-dire on guide pour dire, voilà, il faut faire ça dans le mouvement, et c'est toujours la respiration, par contre, qui guide le mouvement. On commence par un mouvement avant d'avoir commencé à inspirer. Et expirer, il y a quelque chose qui suit. Voilà, tout est guidé par la respiration. Alors pour avoir fait un petit peu de yoga, je sais qu'on commençait en tout cas le cours par la séance, en tout cas par le fameux Om, qui demande vraiment beaucoup de souffle. Enfin, du moins je pensais qu'il fallait vraiment énormément de souffle, mais c'est vrai que la professeure de yoga, quand elle était encore à dire son Om, moi j'avais fini et j'étais toute bleue déjà parce que j'avais poussé un petit peu trop. Là, c'est vraiment la représentation du souffle, ce Om. En fait, moi je ne le pratique pas en début, je ne le pratique pas systématiquement en fait. Parce que pour commencer, j'estime que c'est un petit peu compliqué, comme toutes les respirations d'ailleurs. Et pour revenir à l'origine du souffle, donc à notre souffle de nouveau-né, eh bien, il faut retrouver et se connecter avec sa respiration, ce qu'on appelle ventrale, mais qui n'est pas vraiment la respiration abdominale non plus. C'est en fait une respiration diaphragmatique. Donc qui permet d'étendre le diaphragme et de l'assouplir et d'agrandir. En fait, donc on travaille la souplesse de son diaphragme, qui permet de se relaxer. C'est la première respiration que j'apprends à mes élèves et qui semble au départ très très compliquée, bien qu'elle soit normalement naturelle. Alors, je confirme parce qu'en même temps, pendant que vous parlez, j'essaye de me redresser, j'essaye de penser à mon diaphragme qui s'ouvre. Bon, je suis pas sûre, je suis pas encore convaincue, il va falloir pratiquer, à mon avis, beaucoup même. Bon, alors on a vu la respiration ventrale, des postures différentes. Est-ce que ça varie selon les types de yoga? Et est-ce qu'il y a plusieurs types de yoga? Alors, il y a plusieurs types de yoga et les postures peuvent être adaptées suivant ce que l'on veut faire aussi. Le Hatha Yoga, donc c'est une sorte de yoga, donc A ça veut dire soleil et Ta lune, donc c'est l'union des énergies lunaires et solaires, donc autrement dit, et union des énergies masculines et féminines. Voilà, donc c'est pour faire tout ça, comme côté droit, côté gauche, masculin, féminin, donc on rassemble énergétiquement aussi tout ça. Et le Hatha Yoga, c'est l'union en fait du souffle, du corps et de l'esprit. Voilà, donc ça c'est le Hatha Yoga, et ensuite découlent d'autres types de yoga. Donc il y a l'Ashtanga Yoga, ça c'est pour les personnes qui veulent faire un yoga beaucoup plus dynamique et beaucoup plus sportif. Donc là oui, il va y avoir des postures plutôt acrobatiques, des postures très exigeantes qui demandent physiquement et par rapport à votre souplesse un bon niveau, donc un niveau avancé en yoga. Après il y a le Vinyasa Yoga, on va mêler des accessoires et on va faire des enchaînements. Le flow yoga, c'est pareil, c'est du yoga qui est fait toujours en mouvement. Par exemple, un des exemples en yoga, qu'on peut pratiquer aussi en hatha yoga, c'est l'exemple type, c'est la salutation au soleil. Donc la salutation au soleil, c'est un enchaînement de 6 à 7 postures et on enchaîne régulièrement les postures. Et en flow yoga, on enchaîne en fait toutes les postures. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de temps long. En hatha yoga, vous avez des pauses. En flow yoga, il n'y a pas de pause. Donc c'est toujours en mouvement continu. La salutation du soleil au bout déjà de la 3e, 4e, c'est déjà un peu compliqué. Quand je vois certaines vidéos, ils en font des dizaines et des dizaines à la suite. C'est là où je posais la question, mais est-ce qu'il faut être sportif? Mais c'est par rapport au souffle en fait, plus que par rapport à la posture en elle-même. Et si on se connaît bien, alors déjà la salutation au soleil, il n'y a pas qu'une salutation au soleil comme il n'y a pas un seul yoga. Donc il y a autant de salutations au soleil qu'il y a de types de yoga et qu'il y a de professeurs de yoga. Donc on n'a que l'embarras du choix. Donc moi je pratique, j'ai mis d'ailleurs sur ma chaîne YouTube une salutation au soleil qui est dédiée aux débutants. Donc on découpe en fait l'ensemble des étapes à des choses qui peuvent sembler plus simples, même si au départ ça reste physique. Et quand on enchaîne 3, 4, 5, 6, 10 salutations au soleil, oui, le souffle, il faut l'avoir. Mais tout dépend de la vitesse à laquelle vous le faites. Voilà. Si vous faites la première posture qu'on appelle la posture de la montagne, Tadasana, et que vous faites une respiration, vous enchaînez l'autre, c'est sûr, là, il va falloir du souffle. Mais par contre, si vous enchaînez 1 ou 2 respirations, vous allez dans l'autre posture, vous restez 1 ou 2 respirations, 2 ou 3 respirations, et que vous faites comme ça, là, c'est plus simple. Mais, au départ, ça demande quand même de l'entraînement.
Alors Véronique, on va continuer à parler de yoga, mais on va faire une petite pause justement pour reprendre notre souffle, une petite pause musicale, et puis